C'est l'une des nombreuses conséquences de l'épidémie de Covid-19, le rapport à la santé au travail qui est en pleine mutation. Car si la crise sanitaire est désormais derrière nous, le taux d'absentéisme au travail demeure plus élevé aujourd'hui qu'en 2019. Se pose donc la question de la prévention des risques professionnels en entreprise pour limiter ce qu'on appelle le risque notamment de désinsertion professionnelle. Un colloque justement sur la prévention et la santé au travail va se tenir jeudi à l'hôtel Mercure à Cayenne. Pour en parler, le docteur Vinengo est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur, vous êtes le directeur du CIAMT, le Centre de médecine du travail et de santé au travail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour parler évidemment de ce colloque qui va se tenir jeudi, c'est quoi en quelques mots le CIAMT? Alors le CIAMT, nous sommes une association loi 1901 pour aider nos salariés et surtout nos entreprises adhérentes issues de nos pères fondateurs à l'époque de 53 et des chefs d'entreprise de la Chambre des métiers de Paris. Et donc en 53, ils ont fondé cette association parce qu'à l'époque, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait surtout des gros services de médecine du travail d'abord, parce que dans les grosses entreprises qui allaient devenir EDF, GDF, Air France et tout ça. Et donc à l'époque, il manquait quand même un petit service qui s'occupait des petites gens, des petites entreprises, les TPE et les artisans. Donc voilà, nous sommes nés comme ça. Nous sommes sur le territoire francilien. Nous sommes 370 personnes, dont 85-90 médecins et 45 infirmiers, formés à la santé au travail pour nous occuper de quelques 410 000, 420 000 salariés en Île-de-France. Et donc vous serez présent pour ce colloque qui va commencer jeudi. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle, Dr Ngo, les conditions de travail, le bien-être au travail en 2022? Pour quelles raisons finalement il est urgent de revoir notre copie collective sur le sujet? Nous avons progressé depuis plus de 75 ans, depuis la création de la médecine du travail, et on a vu un virage très fort dans les années 2004, de façon à pouvoir permettre aux médecins du travail, jusqu'à là isolés, seuls sur le terrain de la prévention, d'être entourés, d'être aux manettes, d'être pilote d'une équipe pluridisciplinaire, composée d'infirmiers bien sûr, pour partager tout ce qui est médecine, santé, et des équipes d'experts techniques comme les ergonomes, comme les psychologues du travail, comme d'autres techniciens de prévention. Et donc, pour moi, je pense qu'il est urgent qu'on s'en occupe. Il est grand temps qu'on fasse la promotion de la prévention primaire, parce que la prévention primaire, c'est la mère de toutes les préventions. Éviter que les maladies ou les accidents n'arrivent, en lien ou pas avec le travail, en lien ou pas avec la vie au quotidien. J'en veux pour preuve des statistiques sur les accidents domestiques. Ce n'est pas anodin, mais voilà, ça part d'un principe principal de prévention primaire, afin d'éviter d'avoir à payer des maladies ou d'avoir à casser, entre guillemets, les travailleurs. Ça veut dire ne pas attendre finalement, agir dès que c'est possible pour ne pas se retrouver dans des situations de blocage, entre guillemets? Tout à fait, et puis c'est surtout d'inculquer, de faire la promotion, de sensibiliser dès le plus jeune âge, par l'apprentissage. On ne sensibilise pas assez aujourd'hui, partout en France, j'ai envie de dire, sur ces questions de santé au travail. On a bien progressé, parce que à regarder dans les écoles, dans les facultés, dans les cursus d'apprentissage, on voit surtout, notamment dans le domaine café, hôtel, restaurant, événementiel, parce que nous avons de bons partenaires là-dessus, au niveau Île-de-France, au niveau de la France, et on voit bien progresser cette envie, cette politique aussi d'apprentissage en termes de prévention primaire dès le plus jeune âge. Donc nous félicitons pour cela. Vous me disiez juste avant d'entrer en studio que la médecine au travail en France, c'était une organisation vieillissante et poussiéreuse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement pour quelles raisons?
Alors, c'est trop long à vous expliquer en quelques minutes d'antenne, mais vous savez que la médecine du travail, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, donc vous voyez que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître cela. Et on a vu s'installer cette médecine d'abord qualifiée de médecine d'entreprise et puis qualifiée de médecine de patron de façon très, très, très large. Mais en même temps, on a... grâce à de bons enseignants universitaires, grâce à des acteurs de terrain, comme nos différents services, CISTC et le SIAMT, nous avons pu progresser en termes de savoir-faire et bien sûr d'image de marque. Pourquoi ? Parce qu'il est important pour nous de prendre part justement à cette politique nationale de prévention, parce que, encore une fois, le facteur humain, l'être humain est quelque chose d'inestimable et donc il faut en prendre soin. Prévention au travail, prévention des risques professionnels pour celles et ceux qui n'arrivent pas forcément à voir précisément de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous pourriez nous préciser finalement par quel genre d'action ça passe et par quel genre d'action ça doit passer ? On l'a dit, le secteur il est en pleine mutation. Quelles sont les nouvelles manières de procéder, on va dire, aujourd'hui, fin 2022 et pour les années qui viennent ? Alors, comme vous le savez, la carence en temps médical n'est pas uniquement qu'en médecine du travail, mais il existe bien dans tous les domaines de... Alors attendez, on a un petit problème de micro. Voilà, c'est bon, je vous l'ai remis. Je suis descendu de quelques centimètres de hauteur. On a un problème de siège, voilà. C'est un risque en direct. Donc on a pu voir des actions se développer de plus en plus, un peu avant la crise, mais la crise sanitaire, rappelez-vous, un petit virus de rien du tout qui nous a mis à l'arrêt pendant 2 ans, a bien boosté, a été un facteur facilitant pour l'ensemble des travailleurs et des entreprises. On a gagné quelques quinzaines d'années en termes d'outils, en termes de méthodologie, en termes de savoir-faire et surtout en termes de stratégie en ce bas monde atteint par le complexe VUCA. Vous savez, l'aspect volatile, incertain, complexe et voilà, donc il faut absolument s'adapter à tout cela et les actions de prévention, ils prennent aussi leur part dans la mesure où il faut absolument qu'on déploie notre savoir-faire, notre savoir-être, notre savoir-faire de façon à ce qu'on puisse disposer des actions simples de prévention, une sensibilisation qui parle aux travailleurs de façon plus large, bien sûr aux salariés que l'on suit, aux entreprises aussi, mettre en place une vraie prise de connaissance, une vraie prise de conscience, afin aussi que l'ensemble des décideurs, aussi bien politiques que chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, les premiers atteints d'ailleurs par les maladies, par les accidents, et c'est aussi vers eux qu'on tend nos actions afin de pouvoir aussi les embarquer tout ce monde d'acteurs économiques et sociaux dans une vraie monde où la prévention primaire aura sa large part. Mais est-ce qu'on assiste vraiment à une prise de conscience, j'ai envie de dire, qu'il faut développer les actions de prévention et ne pas être que dans le curatif, parce que je le précise quand même, le système de santé, historiquement en France, il s'est construit dans les soins et pas forcément dans la prévention. Exactement, la médecine de base a toujours été une médecine plutôt curative parce que c'est nous, les médecins, les infirmiers, nos professionnels de santé, nous avons tous été formés aux soins d'abord et nous avons exercé nos premiers pas dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les unités de soins. Donc c'est normal. Après, derrière, il faudrait regarder aussi, on n'a plus assez de ressources médicales, on n'a plus assez de ressources tout court et surtout pour éviter d'arriver à déjà un état de maladie ou un état de fait en lien avec un accident du travail ou en lien avec un accident de la vie au quotidien. Il faudrait que l'on puisse aussi avoir un esprit préventif et identifier tous les risques au quotidien en entreprise. Et ça, vous le savez très bien. Le fait qu'un risque identifié permettrait de mettre en place en face aussi des actions de correction, des actions
d'évitement afin de pouvoir éviter des maladies ou des accidents. Oui, d'autant que le monde du travail de manière générale, il est en pleine mutation. Je pense évidemment au développement du télétravail et du nombre très élevé partout en France et encore plus ici en Guyane, du nombre de personnes qui se mettent à leur compte, qui deviennent indépendantes. De nouvelles manières de travailler, donc il faut de nouvelles manières de soigner les travailleurs en quelque sorte. Exactement, vous le savez, le monde a beaucoup évolué ces derniers temps, hein, pas seulement les 2 dernières années. En tout cas, on s'est aperçu qu'il y a la perméabilité entre la vie privée et la vie professionnelle s'agrandit de plus en plus. Il y a aussi la forme de l'organisation de travail qui devient de plus en plus hybride, voire même on tend vers plus de travailleurs à leur propre compte ou dans une autre forme d'organisation, voire même de forme de contrat de travail. Donc il faudrait que l'ensemble des acteurs comme nous, services de santé au travail, services de prévention, nous puissions nous emparer du sujet pour ne laisser personne sur le bord de la route, côté prévention bien sûr je parle. On pense aux travailleurs indépendants, on pense aux salariés des particuliers employeurs, parce que ce sont des petites personnes, entre guillemets, ça n'a rien de péjoratif, c'est ce que je vous dis, mais en tout cas, qui n'auraient pas les mêmes moyens d'accéder à la prévention, d'accéder à la culture de la prévention primaire. Donc c'est à nous, nous en sommes responsables aussi quelque part, de façon morale d'abord, et puis après de façon un peu plus contractuelle. Mais de quelle manière finalement? Vous avez parlé de la nécessité de faire de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres domaines finalement que vous avez ciblés pour éviter qu'énormément de personnes se retrouvent en dehors finalement de cette protection-là? Il faudrait trouver une forme d'organisation pour déjà asservir notre stratégie de prévention au long cours. Et s'appuyer sur une méthodologie qu'on aura validée, notamment surtout de pouvoir intéresser, vous le savez bien, hein, par la sensibilisation, par le gaming, ça parle plus aux jeunes, au moins de 20 ans, et surtout aussi de trouver un bon angle pour pouvoir ancrer cela dans la tête des travailleurs et bien sûr de nos dirigeants pour les aider à avancer sur la prévention. C'est de trouver, de rendre meilleure l'expérience client. Hein, ça paraît un peu bizarre d'entendre le mot. Oui, c'est vrai que le mot fait dénote un client, petit peu. Le mot client dans la bouche d'un médecin du travail, mais en tout cas, il faut qu'on considère que l'ensemble des personnes que l'on a à protéger, à aider, à soutenir, surtout dans la prévention primaire, ce sont nos clients et il faut absolument qu'on puisse tout faire pour répondre, bien sûr, à ces contrats, j'allais dire, commerciaux, entre guillemets, en tout cas moraux, entre eux et nous. Alors, prise de conscience, vous l'avez dit finalement, à la fois des équipes soignantes, mais aussi des élus et des chefs d'entreprise. Et pourtant, je vais citer notre ministre de la Santé, François Braun, la France accuse un retard en matière de prévention, notamment si nous regardons ce qui se passe chez nos voisins européens. Le budget moyen consacré à la prévention équivaut à 3% des dépenses de santé dans l'Union européenne, quand il est à moins de 2% en France. Il va falloir tout simplement aussi mettre de l'argent sur la table. Oui, mais c'est bien que Dr Braun nous fasse ce constat. Eh bien, puisque maintenant le ministre de la Santé, qui devient aussi le ministre de la Santé et Prévention, oui, depuis les dernières élections, donc il faudrait que l'on puisse, après les paroles, passer aux actes. Et nous sommes déjà prêts pour cela et nous attendons à ce qu'on puisse venir nous inclure aussi dans les groupes de projet, dans les groupes de réflexion afin de pouvoir aller plus loin dans la prévention. Ça a déjà commencé, il y a déjà eu des débuts de discussions, de négociations justement avec le gouvernement sur ces questions-là? Eh bien, avant les paroles du ministre de la Santé actuel, nous avons déjà pris contact, bien sûr, et beaucoup soutenu dans ces réflexions d'aller plus loin en termes de prévention, avec l'ancien secrétariat d'État piloté par Laurent Pietraszewski, que je salue à l'antenne, et puis après, bien sûr, les différents ministres du Travail, dont Elisabeth Borne, qui est actuellement notre Première ministre. Oui, c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet qui d'ailleurs a été repris par
Monsieur Dussopt, notre ministre du Travail, on est tout à fait conscient. Donc bien sûr, il faut embarquer les chefs d'entreprise et l'ensemble des partenaires sociaux, aussi bien côté patronal que côté syndical, mais surtout aussi impliquer les acteurs de terrain comme nous, le service de CISTC de Cayenne, représenté ici par David Wachter, le président, et puis le SIAMT qui est très connu et très implanté en Ile-de-France et à travers la France, bien sûr. Alors, docteur Ngo, qui dit médecine du travail, dit évidemment médecin du travail. Depuis ces dernières années, le secteur fait face à une diminution continue des effectifs, avec parfois des médecins retraités ou des médecins étrangers qui viennent un petit peu renforcer les effectifs. Cette pénurie, elle touche toute la France, il me semble. Comment est-ce qu'on résout finalement ce problème-là ? On a déjà pris le taureau par les cornes depuis quelques années en formant nos propres collaborateurs, les plus proches d'ailleurs, avec qui nous partageons le secret médical. J'ai nommé nos infirmiers. Nous avons pu les monter en compétences, les former à la démarche de prévention avec nous, de façon à pouvoir aussi nous appuyer sur eux, sur l'aspect médical, en tout cas préventif médical. Bien sûr, nous avons aussi l'aide de nos experts techniques. J'ai nommé les ergonomes, les techniciens HSE, les ingénieurs que l'on a formés aussi. Et bien sûr, l'ensemble des acteurs, j'allais dire, des préventeurs en première ligne, que sont les représentants du personnel dans les entreprises. Donc, il faut absolument qu'on puisse embarquer le maximum possible d'acteurs dans cette bataille, j'allais dire, pour permettre la prévention des désinsertions professionnelles qui, à mes yeux, est vraiment la première pierre angulaire à mettre en place pour la culture de la prévention primaire. Et bien sûr, ne pas oublier toutes les actions favorisant l'inclusion économique et sociale, parce que c'est vraiment notre credo. Et la France a toujours été le premier élève en classe pour inclure tout le monde et pour éviter de laisser quelqu'un sur le bord de la route. Mais c'est pas un aveu d'échec finalement de dire on va former d'autres personnels soignants parce que nous n'avons à la base pas assez de médecins? Eh bien, c'est peut-être un signe d'échec, mais en tout cas, une fois qu'on a fait le constat d'échec, il faut aussi qu'on travaille sur les solutions à mettre en place. Et en attendant de pouvoir former un médecin, je vous rappelle qu'il faut bien 10 ans pour former un médecin, quelle que soit la spécialité d'ailleurs, et puis minimum de 3 à 5 ans pour former un infirmier. Donc oui, peut-être, je ne sais pas, je jette la pierre à personne, mais en tout cas, je crois que la France a manqué de vision d'actuaire dans les années 50-60. Donc voilà. Et puis grâce maintenant au décloisonnement, l'abolition du numerus clausus pour la formation des médecins, j'espère qu'on aurait plutôt l'effet inverse d'avoir trop de médecins pour pas assez de population à suivre. Oui, en tout cas, je vous posais la question pour savoir s'il n'y avait pas aussi un problème dans le manque d'attractivité, le manque de vocation finalement de médecins du travail. Peut-être, mais en tout cas, je pense que les jeunes sont... Moi, je suis toujours étonné par la génération de ma fille qui est en 6e année, qui prépare le concours de l'internat. Ils sont très engagés et je ne vous apprends pas que lors de la première crise, du premier confinement, ils ont été des centaines, des milliers, des dizaines de milliers à être volontaires, bénévoles dans les hôpitaux, dans les structures de soins, pour aider leurs aînés à faire face à cette crise meurtrière. Dernier point en quelques minutes seulement, docteur Ngo, le décalage, on va dire, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, le décalage dans la perception des risques entre l'employeur et entre l'employé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce propos ? Oui, c'est un constat qu'on a fait lorsqu'on a essayé de travailler nos données anonymes de 5-7 services de santé au travail en métropole. Et on s'est pas étonné parce qu'on s'y attendait un peu. On a trouvé qu'il y avait un écart entre la perception de risque entre les décideurs en entreprise et leurs salariés.
Alors, c'est normal, hein, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Ça dépend sous quel angle on regarde, bien sûr, au quotidien les choses, d'en haut, d'en bas, sur le côté droit, sur le côté gauche. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir de dire qu'il y a peut-être quelque chose, pas forcément un fossé à combler, mais en tout cas un travail à faire. D'abord de la part des acteurs de terrain comme nous, pour comment dire, pour redéfinir un peu les risques, redéfinir les méthodes de prévention, redéfinir la stratégie de prévention et bien sûr les outils qui permettraient dans ce cas-là, effectivement, de mettre, j'allais dire, tout le monde d'accord pour quand on évoque les risques, quand on évoque les méthodes de protection, notamment les équipements de protection collective et individuelle, afin de pouvoir aussi amener tout le monde vers la même direction et se pointer vers le même objectif qui est celui de la prévention primaire. Docteur Ngo, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je le rappelle, donc directeur du CIAMT, le Centre de médecine du travail et de santé au travail, à propos de cette conférence qui aura lieu jeudi à l'hôtel Mercure à Cayenne. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci. Radio Pays.